Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Demain, c'est la fête nationale, mais cette année, le 14 juillet aura un goût particulier puisque crise sanitaire oblige, le traditionnel feu d'artifice n'aura pas lieu. On en parlera un peu plus tard avec notre journaliste Thibaut. Et au sommaire de cette émission, aujourd'hui, les élections communautaires du côté de la Casque, un résumé du Summerfest qui a démarré ce week-end et une campagne de dépistage massif du Covid à Forbach. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant cela, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. En raison de la crise sanitaire, les festivités du 14 juillet seront très limitées en Moselle cette année. Il n'y aura pas de feux d'artifice à Sarreguemines, Forbach et Metz. La ville de Thionville, quant à elle, innove et proposera un feu d'artifice virtuel aux habitants. De nombreuses communes ont demandé la reconnaissance en état de catastrophe naturelle liée aux épisodes de sécheresse consécutifs. Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, les communes du secteur ayant obtenu gain de cause sont Grunevillers, Olvin, Capelquingé, Puttelange-au-Lac et Rémerin-les-Puttelanges. Les débats ont duré 7 heures à Woustvillers samedi dernier. Roland Roth a été réélu président de la Casque. Il a été convenu d'une gouvernance alternée à mi-mandat avec Marc Zingrave, premier vice-président et nouveau maire de Sarreguemines qui prendra le relais dans 3 ans. La ville de Sarreguemines a officiellement débuté son animation estivale, le Summerfest, samedi dernier. Des promenades en bateau sont proposées les samedis et dimanches, la grande roue est installée place de la mairie et de nombreuses animations sont programmées dans la ville jusqu'au 31 août. Placée en redressement judiciaire le 2 juin dernier, l'enseigne La Halle cherche des repreneurs afin de sauver son activité et ses salariés. Malheureusement, le magasin La Halle aux chaussures de Beach n'a pu être sauvé et a baissé son rideau définitivement samedi dernier. Durant le confinement, nos confrères de la télévision locale TV Rossel se sont mobilisés. L'équipe a recueilli de nombreux témoignages authentiques et poignants. Ces témoignages ont été compilés dans un film qui retrace de manière chronologique les 3 mois de crise sanitaire, de la fermeture à la réouverture des frontières et pose la question de l'après-coronavirus. La première vague, le coronavirus à Petite Rosselle, un film à découvrir demain sur Mosaïque Cristal. Et nous sommes le lundi 13 juillet 2020, il fait beau, il fait chaud, mais qu'en est-il de demain? On prend la température avec la météo de Sandrine. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. La journée de demain sera bien ensoleillée malgré les passages nuageux. Mais les nuages deviennent peu à peu plus nombreux et quelques averses sont possibles dans l'après-midi. Les températures restent élevées et plafonnent à 26 degrés en journée. Demain, vous le savez, c'est la fête nationale, mais c'est également la fête des Camilles. Il fera jour de 5h43 à 21h32. Tout de suite, retrouvez Morane pour la suite de nos programmes. Bonne fin de journée à tous et à bientôt! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le monde du travail a subi de plein fouet la crise sanitaire. Certaines entreprises remontent la pente petit à petit, mais pour d'autres secteurs comme l'événementiel, il est très difficile de retrouver le chemin de la normalité. C'est le cas de Starlight Événementiel installé à Sarreguemines depuis plus de 28 ans. La société est notamment en charge de l'organisation de spectacles pyrotechniques dans le secteur et la longue liste d'annulations des feux d'artifice n'arrange pas les choses. Philippe Ditch, le gérant, a témoigné au micro de Thibaut Desmerlet. Monsieur Ditch, bonjour. Bonjour. Parlez-moi un peu de votre profession dans l'événementiel. Quel est l'état de votre profession à cause de la crise ? Nous sommes malheureusement la profession la plus sinistrée dans cette crise, puisqu'en fait nous étions les premiers à avoir des ruptures de contrat vu la crise, et nous serons certainement les derniers, puisque les événements sont pour l'instant, les grands événements sont toujours encore interdits, au-dessus de 5000 personnes. Ce qui veut dire qu'en fait la plupart de nos prestations pyrotechniques sont toutes annulées. Comment vous voyez la saison estivale de cette année ?
Pour l'instant, pour nous, on voit la saison estivale, pour nous, elle est un peu râpée, étant donné que en fait, on fait pratiquement 60% de notre chiffre d'affaires le 13 et le 14 juillet, ce qui veut dire que nous n'avons pratiquement aucune prestation cette année, ce qui veut dire que forcément, la saison va être catastrophique, quoi. Je reviens sur la partie pyrotechnique. Donc, le feu d'artifice de Sarreguemines a été annulé. Qu'en est-il des autres communes? Est-ce qu'il est faisable d'en faire sur les petites communes, par exemple? Alors effectivement, il est faisable d'en faire sur les petites communes. Nous avons eu énormément de demandes à cet égard. Cependant, le problème avec la crise sanitaire, c'est que la préfecture demande des mesures sanitaires tellement draconiennes qu'il n'est pratiquement pas possible d'organiser ce type de manifestation. Et donc les maires ont préféré annuler les feux d'artifice justement à cause de ces mesures sanitaires qui sont trop draconiennes, quoi. Et toute dernière question, ça c'était pour la partie pyrotechnique, mais est-ce que vous avez eu un minimum de prestations après avec la partie vidéo, son et lumière? Alors nous avons eu quelques petites prestations, mais bon, ça reste quand même insignifiant par rapport, si vous voulez, à l'activité de la société, quoi. Il y a quand même eu un léger côté positif pour l'entreprise Starlight événementiel. Le confinement lui a permis d'entreprendre des travaux dans les locaux. Thibaut nous donne quelques détails. Avec une activité très ralentie par la crise sanitaire, l'entreprise de Philippe Ditch a eu le temps d'entreprendre des rénovations au sein des locaux. En plus du temps supplémentaire pour effectuer de la maintenance, une partie des bâtiments a été rénovée. La toiture a été refaite, la façade a également été rénovée. À l'intérieur, le véhicule de transport peu utilisé en ces temps de crise. Mais le chantier ne s'arrête pas là. La société a également revu son parc matériel au niveau de l'éclairage et a opté pour du pur LED pour réduire la consommation d'électricité. Philippe Ditch espère un retour à la normale assez rapidement. Pour le moment, tous les salariés sont au chômage technique. Et on continue maintenant avec les élections communautaires de la Casques. Roland Roth reste président de la communauté d'Aglo, mais cette fois, ce ne devrait pas être pour un mandat complet. L'installation du nouveau conseil communautaire s'est déroulée samedi au W à Woustviller. On savait Roland Roth candidat à sa propre succession. La surprise n'est pas venue de son challenger improvisé, mais de l'accord conclu avec le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. Explication dans ce reportage de Julia Bitran. Roland Roth candidat, c'était évident. Qu'il ait face à lui un challenger paraissait probable. Aucun ne s'étant manifesté à l'appel du doyen de l'Assemblée, Jean-Paul Schmitt, c'est le conseiller municipal d'opposition de Sarreguemines, François Bourbeau, qui s'est lancé. Ma candidature est une candidature par défaut, parce que j'aurais espéré qu'il y ait d'autres personnes courageuses dans cette Assemblée qui prennent le rôle du challenger. Mais j'estime qu'en démocratie, il est important qu'il y ait un combat d'idées, un combat de projets, et qu'on offre aux citoyens une opportunité et l'alternative à une politique qui est menée ici depuis de nombreuses années. Le coup de théâtre, c'est un nouveau concept, 2 présidents pour le prix d'un. C'est presque un slogan publicitaire, c'est en tout cas une nouvelle volonté politique à la Casques, du moins un accord négocié dans les coulisses. Roland Roth est certes candidat encore une fois à la présidence de la Casques, mais pas pour 6 ans. L'absence d'union peut mener au pire, dit-on, surtout dans un contexte difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité ensemble vous faire la démonstration de la poursuite de la pratique de cette union en vous proposant, sous forme d'un simple engagement humain, une présidence partagée sur le mandat à venir avec une inversion des rôles à mi-mandat si tout se passe bien. Une alternance à la présidence, c'est du jamais vu à la Casques et cela n'est pas forcément clair pour tout le monde. Ce qui explique sans doute que Marc Zingraf ait obtenu 3 voix alors qu'il n'était pas candidat, du moins pour le moment. Évoqué avant le vote, ce n'est qu'après les résultats que le concept a été clairement expliqué. Le président deviendra premier vice-président et le vice-président deviendra président si vous le souhaitez, puisque c'est
la salle, donc c'est l'Assemblée qui aura au final la décision dans leur bulletin de vote, puisque ça passera par un vote. Évidemment, je n'étais pas candidat précédemment, mais peut-être qu'à l'avenir, certains pourront effectivement voter quand je serai candidat. Merci beaucoup. En attendant, c'est Roland Roth qui a été élu président avec 64 voix sur 78 votants. François Bourbeau a obtenu 3 voix. La prochaine étape à la présidence serait donc la démission de cette fonction à mi-mandat par Roland Roth, entraînant une nouvelle élection de président et des vice-présidents. Affaire à suivre dans 3 ans. Dans l'immédiat, les élus communautaires devaient élire les 15 vice-présidents. Et c'était une autre grande première pour la Casques. L'élection des vice-présidents n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Avant d'expédier en une petite heure les quelques points urgents de l'ordre du jour, l'élection du président puis des 15 vice-présidents aura mis au total 7 heures, du jamais vu dans la communauté d'agglo de Sarreguemines. Et cette séance marathon a fait émerger des tensions et des désaccords. C'est un reportage de Julia Bitran. La tension est montée crescendo au fil de l'élection des vice-présidents. Au début, c'était comme une lettre à la poste. Marc Zingrave, proposé par Roland Roth au poste de premier vice-président, était seul candidat en lice. Il a récolté 68 voix sur les 78 votants, 10 ayant glissé un bulletin blanc dans l'enveloppe. Constat similaire avec une cote de popularité légèrement variable pour Sonia Christinelli Frébeuf, 63 voix, Jean-Claude Cunat, 70 voix, Jean-Claude Kratz, 59 voix, Dominique Limbar, 63 voix, tous élus vice-présidents sans avoir à affronter d'autres candidats. A noter que tous étaient des vice-présidents sortants. Ça a commencé à s'animer lors du vote du 6e vice-président. Roland Roth a proposé un autre vice-président sortant, Joël Niederlander, qui n'est plus maire de Grosse-Blidersdorf, mais toujours élu communautaire. Un autre blitérien, mais d'opposition, Alain Barda, s'est porté candidat. Et le maire de Blize-et-Bersin, Pascal Tarion, s'est lui aussi mis sur les rangs. Résultat, 48 voix pour Joël Niederlander, qui est réélu devant Alain Barda, 14 voix, et Pascal Tarion, 11 voix. Le premier adjoint au maire de Sarreguemines a ensuite été élu avec 62 voix. Seul candidat en course pour la 7e vice-présidence, Jean-Marc Schwartz devient pour la première fois vice-président de la Casques. Retour d'un sortant ensuite avec l'élection de Jean-Bernard Bartel, seul candidat pour la 8e vice-présidence, élu avec 59 voix, toujours sur 78 votants. La contestation a commencé à se faire sentir à la 9e vice-présidence. Marc Zingrave a proposé son colistier Dourkoudjan, sans imaginer qu'un non-sarregueminois allait essayer de jouer les troubles fêtes. Car il y a une tradition à la Casques qui est de réserver 6 postes de vice-président à des sarregueminois, mais ça n'est pas du goût de tous. Je veux bien accepter cette candidature, mais ce n'est pas tout à fait conforme à nos engagements, les uns envers les autres. Oui. Tout simplement, je me présente parce que j'avais voté contre le nombre. Et à un moment donné, je me dis 6 pour Sarreguemines, je trouve ça beaucoup. Donc à un moment donné, je dis que la campagne devrait en avoir un peu plus. Pas suffisant pour convaincre l'Assemblée, mais assez pour faire baisser les scores. Dourkoudjan est élu avec 47 voix, Jean-Luc Neumann en obtient 13, il y a 17 bulletins blancs et un nul. La candidature de Gaston Meyer à la 10e vice-présidence exacerbe les tensions. Voulant éviter qu'il n'y ait quasiment que des hommes vice-présidents, le premier adjoint de Sarralbe, Gérard Bergans, propose sans la connaître sa voisine, Virginie Blasi, conseillère communautaire de Rémolfin. La nouvelle maire de Houndelin, Patricia Monpère, se porte elle aussi candidate. De quoi diviser complètement l'Assemblée. 16 voix pour Patricia Monpère, 14 voix pour Virginie Blasi, 4 voix pour Evelyne Firsion, pourtant non candidate, 5 blancs, 4 nuls et seulement 35 voix pour Gaston Meyer. Roland Roth annonce un deuxième tour faute de majorité absolue. Il accorde une suspension de séance pendant laquelle les conciliabules vont bon train. Et finalement, il s'avère que les textes déterminent dans ce cas précis la majorité absolue à 35, tout pile le nombre de voix de Gaston Meyer qui est réélu vice-président in extremis. Le soufflet retombe quelques instants, le temps d'élire en 11e vice-président le sarregueminois Dominique Jay, seul candidat et pourtant seulement 57 voix. 45 voix ensuite pour Hubert Bourrin, le maire de Rémolfin et vice-président sortant qui se retrouve face au maire de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot, 22 voix. Situation plus tendue pour le maire de Putelange et vice-président sortant Claude Decker, confronté au maire de Holvin Bernard Clavé et à la maire de Houndelin Patricia Monpère. Il faut un second tour pour lequel Bernard Clavé retire sa candidature. 46 voix pour Claude Decker, 22 pour Patricia Monpère.
Pour le poste de 14e vice-président, il y a carrément 4 candidats. Le maire de Rémerin-les-Putlanges, Jean-Luc Échivard, la maire du Val-de-Guéblange, Sonia Bourbure, qui est absente mais représentée par Sonia Christine Elie-Frébeuf. Le maire de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot, est à nouveau candidat. Et un autre Sarralbigeois se présente, Jean-Paul Schmitt, ancien premier adjoint devenu opposant. Il faut évidemment un deuxième tour. Jean-Paul Schmitt retire sa candidature. Insuffisant pour départager les candidats, cette fois il faut un 3e tour. Pierre-Jean Didiot se retire, Jean-Luc Échivard l'emporte avec 41 voix. Enfin, Christiane Malik, maire de Lixin-les-Roulins, devient pour la première fois vice-présidente de la Casque avec 63 voix, seule en lice pour la 15e vice-présidence. Au final, il n'y a que 5 nouveaux vice-présidents et au total, seulement 2 femmes. Les délégations des vice-présidents sont à la discrétion du président. Roland Roth ne les a pas encore précisées, mais il y a fort à parier que les anciens vice-présidents seront reconduits dans le domaine de compétences exercées lors du mandat précédent. Réélu à la tête de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, Roland Roth a annoncé une alternance à mi-mandat avec son premier vice-président Marc Zingraf, nouveau maire de Sarreguemines. L'élection des vice-présidents a été plus compliquée que ce qui avait été négocié dans les coulisses. À l'issue de cette séance marathon, voici les premiers mots du président. Roland Roth, vous venez d'être réélu président, mais vous avez annoncé une alternance à mi-mandat, ça c'est une grande première. C'est une première, oui, et c'est une décision qui a été prise en concertation avec le maire de Sarreguemines. Donc c'est je dirais une présentation de l'union qu'on veut afficher au niveau de notre action au sein de la communauté d'agglomération. La ville et la campagne ont toujours jusqu'à présent eu pour souci de démontrer que finalement ils travaillent d'un commun accord. Ce geste-là est encore un peu plus fort et démontre que nous sommes prêts à changer finalement le capitaine du bateau, même si les deux travailleront en commun de toute façon. Est-ce que votre âge a pesé dans cette décision de démissionner de votre fonction de président dans 3 ans? Parce que certains, par exemple, auraient souhaité un rajeunissement à la tête de la Casque déjà maintenant. Oh, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de complexe particulier par rapport à mon âge. Donc à partir du moment où je suis en forme, eh bien, je n'ai pas de souci particulier à ce niveau-là. Je ne pense pas, non, que là j'ai joué un rôle. Non. Au niveau des vice-présidents, c'est presque on prend les mêmes et on recommence. Il y a peu de nouveaux vice-présidents et surtout il n'y a que 2 vice-présidentes. Vous répondez quoi ? Oui, peu de nouveaux, oui et non. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Peu de femmes, effectivement, mais la parité dans notre collectivité est difficile à respecter. Je crois que ça a été discuté en séance tout à l'heure. Nous sommes tout à fait disposés à travailler avec les femmes, qui sont certainement aussi compétentes que les hommes. Il n'y a pas de souci à ce niveau, mais enfin, il faut qu'on tienne compte des candidatures qui se présentent. Donc on ne peut pas les pousser à se présenter si elles ne le font pas. On a senti de la contestation au fil de l'élection des vice-présidents. Dans ce climat, est-ce que vous maintenez votre idée de démissionner dans 3 ans, ce qui entraînerait une nouvelle élection de président, mais aussi des vice-présidents ? J'ai bien précisé dans ma déclaration que je le ferai si tout va bien. Si je m'aperçois que on peut faire un travail serein, si effectivement on peut partir du principe qu'il n'y aura pas de soucis majeurs à permuter, eh bien oui, je respecterai mon engagement. Sinon, c'est clair qu'il faudra que je me pose des questions. Donc voilà, on verra. Moi, je suis confiant et l'avenir nous dira ce qu'il en est réellement.
J'attends d'ailleurs une belle collaboration au niveau de l'équipe, de la nouvelle équipe qui est formée, parce que bon, il y a quand même une partie de nouveaux parmi les vice-présidents, et je suis convaincu qu'on arrivera à faire du bon travail. Et on marque tout de suite une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub avec le Summerfest, la campagne de dépistage et notre carte postale du jour. À tout de suite. C'est quoi ici? 3 ou 4? Ici c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Hein. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Gratuits et sans ordonnance, de nombreux tests PCR ont été réalisés devant l'entrée des urgences de l'hôpital Marie-Madeleine à Forbach. Cette campagne de dépistage est mise en place par l'ARS en lien avec la préfecture de la Moselle et le CHR de Metz-Thionville. Le but est d'identifier des clusters et de limiter la propagation du virus. On fait le point dans ce reportage de Baptiste Deveau. De nombreux habitants de Forbach, mais aussi de la Moselle-Est, se sont présentés sous cette tente. 2 infirmières libérales réalisaient des tests PCR. Les tubes étaient ensuite envoyés au CHR de Metz pour être analysés. À savoir que jusqu'alors, les nombres de tests étaient limités. Et donc ce dépistage était réservé aux patients porteurs de pathologies. Actuellement, l'objectif est un peu différent. Il est surtout fait pour éliminer l'apparition de clusters qui sont générateurs de la diffusion du virus. Ces tests étaient gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance, de quoi essayer d'attirer le maximum de monde. Pour la plupart des personnes présentes ces 2 jours, l'objectif était de se rassurer. J'avais pas de symptômes, mais ma maman est décédée du Covid-19. Moi, tout simplement, j'ai entendu qu'il y a des tests gratuits ici en Marie-Madeleine et je suis venu. Ça peut être favorable pour solliciter plus de monde qu'ils viennent. Pour d'autres habitants, ces tests étaient obligatoires. Sarah avait besoin d'être dépistée avant de débuter son stage dans un EHPAD. Sur Sarreguemines, je n'ai pas trouvé de laboratoire qui peuvent me faire le test parce que c'est sur rendez-vous. Du coup, je suis venue à Forbach. Ma formatrice m'a dit qu'il y avait sur le parking un moyen de se faire dépister gratuitement. Donc je suis venue jusqu'à Forbach pour me faire dépister. Donc c'est obligatoire pour moi. Ces actions de dépistage massif devraient se poursuivre sur le territoire mosellan pour aller à la rencontre de toutes les populations, même celles qui ont moins accès aux soins. Le nombre de contaminations est en baisse, mais les gestes barrières doivent demeurer, tout comme le port du masque. Actuellement, oui, on est en forte diminution. On a plus de patients en réanimation porteurs du virus, mais on craint une réminiscence de la maladie.
Nouveauté à Sarreguemines, samedi démarrait le nouveau festival proposé par la municipalité, le Summerfest. L'occasion d'inaugurer la nouvelle grande roue et de proposer un large panel d'activités durant tout l'été. Julia Bitran était sur place, regardez. Sarreguemines fête l'été. Samedi, c'était le début du Summerfest, un nouveau festival proposé par la municipalité. De la place du marché à l'esplanade du casino, tout le centre-ville de Sarreguemines est occupé. Au programme des spectacles de rue, de la musique, du théâtre et bien sûr la nouvelle grande roue de 40 mètres de hauteur. Tout au long de l'été, vous pourrez faire du sport, prendre des cours de danse ou encore aller au cinéma avec une programmation spéciale pour l'événement. Pour celles et ceux qui préfèrent la tranquillité, rendez-vous au port de Plaisance pour une petite balade sur la Sarre. Le festival dure tout l'été jusqu'au 31 août. Des activités sont également proposées en semaine. Certaines animations sont payantes, mais l'accès au centre-ville est bien sûr gratuit. Pour connaître la programmation qui est en perpétuelle évolution, un site internet a été mis en place. Et notre émission touche à sa fin. Vous pouvez voir ou revoir tous nos reportages sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet. Mais restez encore un peu car aujourd'hui on découvre la carte postale du jour. Elle nous vient de Villeurwalde où était installé un avant-poste de la ligne Maginot. Un blocos aux allures de maison qui pourrait presque passer inaperçu. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Très bonne journée à tous et à demain. Une casemate grimée en maison ordinaire, voici l'un des avant-postes de la Trouée de la Sarre que l'on nomme communément aujourd'hui ligne Maginot aquatique, située au bord de la route à Villeurwalde. Cette maison forte, comme tous les avant-postes, se situe 2 km en avant de la ligne des inondations défensives du dispositif. Ils avaient pour mission de déceler l'approche de l'ennemi, donner l'alerte et briser son premier assaut. À Villeurwalde, on est sur l'axe Sarreguemines-Sarralbe. C'est le 51e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale qui couvre cette partie de la ligne Maginot, soit 12 km de front. Le blocos était armé d'un canon anti-char en action frontale, couvrant l'axe routier, et de 7 créneaux pour armes individuelles ou fusils mitrailleurs couvrant les abords du blocos et le talus de la route. Ces avant-postes, encore appelés bouchons, sont généralement recouverts d'un toit en tuiles et les créneaux fermés par des volets en bois leur donnent l'apparence d'une maison d'habitation. C'est ce que l'on voit encore aujourd'hui à Villeurwalde. Un cantonnement léger situé à proximité permet d'abriter les soldats qui viennent occuper la position à tour de rôle. L'avant-poste de Villeurwalde ainsi que le village occupé par les marsouins du 51e RMIC sont pris à partie par l'artillerie allemande dès la fin mai 1940. La position étant intenable, le village et l'avant-poste dont les installations ont été détruites par ses occupants seront évacués sans incident dans la nuit du 4 au 5 juin. Mis en valeur par la commune, le site vous raconte les combats de 1940 dans la Trouée de la Sarre. C'est aussi le point de départ idéal pour découvrir les autres vestiges de la ligne Maginot aquatique.